il me reste beaucoup de batterie.
Bonsoir à tous et merci d'être venus pour ces quarts de finale du concours d'éloquence d'Hémostène qui vont commencer immédiatement. Comme pour les huitièmes, les règles de temps seraient 5 minutes. Le contre aux questions du jury. Madame Jacopelli. Monsieur le professeur Jean-Yves Naudet. Guidor. S'ajoute le premier, n'est-ce pas? Le deuxième, la comédie doit-elle prendre un accent grave? Le troisième, est-ce que notre argent fera son boulot? Sur le premier duel, pour le sujet, n'est-ce pas? Défendra le pour. Monsieur Florian Engel va commencer avec le pour. Monsieur Florian Engel. N'est-ce pas? Voici nécessairement devrait être utilisé comme tel, et donc avoir vocation à recevoir une réponse à toutes sortes de vérités. N'est-ce pas? Qui est souvent remplacé dans un vocabulaire plus soutenu sur son sens. Nous recherchons l'approbation, la confirmation de ce qui peut être ou n'être pas. Mais bien plus dans l'utilisation que l'on en fait. En effet, le n'est-ce pas va connaître beaucoup. Il répond à une inquiétude. Ainsi, un homme qui dit « Chérie, je sais que tu es à être rassuré ». Il est même possible d'aller plus loin. Le n'est-ce pas permettra peut-être, lorsqu'il sera posé à une intention, il se remettra en question et ainsi, le n'est-ce pas peut être facteur de prévention de la délinquance. C'est un repas de famille qui s'éternise. Vous savez, ce genre de repas pendant lequel votre oncle de vous raconter son voyage en Espagne. Le n'est-ce pas vous permettra en pareille occurrence d'abréger une conversation bien placée, vous permettra de jouer d'un tel effet, notamment lorsqu'il sera utilisé seul. A l'inverse, à la communication et au partage. Ainsi, si vous désirez engager une conversation avec « il fait chaud », n'entraînera aucune conversation, ni même aucune réaction. En revanche, lui dire « c'est possible ». Une limitation doit être cependant faite ici. L'utilisation considérée dénuée d'intérêt, ou bien lorsque vous voulez partager une opinion qui n'intéresse personne, aura l'effet inverse, pour de Jean-Marie Le Pen. Le n'est-ce pas peut être également ironique ou sarcastique. Cette question n'attend pas de réponse. Vous comprenez bien que je dis l'inverse de ce que je pense, qui peut nous dépasser. À coup de n'est-ce pas, on recherche le consensus. Ainsi, ce qui peut éviter de tomber dans une confrontation manichéenne avec une question purement rhétorique, mais devient un moyen d'éviter les conflits. La raison en est simple, le n'est-ce pas est tout, c'est une universalité, car le n'est-ce pas c'est infini. Je vous remercie. Enfin un vrai sujet qui pose une véritable question, n'est-ce pas? Enfin, les organisateurs du concours d'éloquence nous invitent à la réflexion les marques de cette maison, n'est-ce pas? Peuple de Démosthène, très chers membres du jury,
Je sens en vous bouillir l'appétit, l'avidité, l'attention. Ah! Voici donc le sujet. Mon cher contradicteur, je sens bien que vous êtes gêné. Et votre difficulté à défendre pareille position dans une telle controverse. Car voyez-vous, hier soir, lorsque j'annonçais à ma mère les termes du sujet qui allait animer notre discussion ce soir, j'ai mieux qu'un autre. J'ai compris à l'intonation de sa voix, mon fils, tu as eu le pire sujet. Point besoin de discours fleuve donc, découverte qui rima avec nuit merveilleuse et journée délicieuse. Allez, je me lance. Corneille disait, à vaincre sans péril, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Bouba. Mais à titre préliminaire, attachons-nous d'abord à la mission de nœuds, je n'ai rien trouvé. De ce, toujours rien. De pas, enfin rien. Puis j'ai cherché à définir l'attribut au sujet, à indiquer l'existence de l'attribut dans le sujet, à attribuer à quelqu'un ou à quelqu'un qui s'attribue à quoi. Ce s'attribue à né ou pas s'attribue à né. Non. Un peu mes recherches, usant des milliers de documents que me fournissait mon ami Google, je fis enfin la découverte qui allait tout bouleverser. Interrogation. Celle-ci demande une confirmation à notre question et surtout, en d'autres termes, n'est-ce pas, présente les obligations découlant de l'acte de parole qui vient d'être accompli par le locuteur. Nous verrons dans un premier temps les moyens qui me permettent de dire non à cette interrogation, de refuser cette approbation. Mais alors, est-ce que je dois nécessairement être d'accord avec mon contradicteur? Eh bien non. Je dirais même ma liberté d'expression. Et puisque c'est ma liberté, c'est mon droit, alors c'est mon combat. Sous l'Ancien Régime, il fut l'une des premières conquêtes de la Révolution française. Aujourd'hui, la liberté d'expression est liberté fondamentale. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. La libre communication des pensées et des opinions est aujourd'hui une valeur unique. En effet, rien ne m'oblige et tout me permet de ne pas être en accord avec vous et ce, donnez mon corps à la science s'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Avec notre interlocuteur, au nom de la bienséance, de la bien-pensance, baliverne que tout cela, rien de moins que le prétexte de ceux qui voudraient en avoir de mauvaises de temps en temps. Quant à la bien-pensance, c'est le contraire. La société voudrait nous enfermer dans un carcan, dans un moule. Mais je vous le dis, Søren Kierkegaard, la foule, c'est le mensonge. Et l'obligation morale qui découle de cette interrogation, sa relation à l'autre, l'individu n'est plus lui-même. Nous arrivons alors à traiter de bizarre, d'étrange, celui qui se refuse à entrer dans ce moule. Et en cela, Jean-Paul Sartre avait raison. L'enfer, c'est les autres. Avocats de nos chers voisins de la faculté de lettres, avec lesquels nous entretenons des rapports que nous pourrions qualifier d'enfants d'époque, que mon contradicteur a cité, Madame Nabila B. Peuple de Démosthène, je t'invite à te rebeller, non pas pour instaurer une anarchie, mais bel et bien pour t'accomplir, toi, en tant qu'individu. Va, vis, et Warner, Hancock, Ali G, Shrek, Barack Obama, François Hollande. Ah, pardon, non, celui-là c'est une erreur. On sut dire non à la question, n'est-ce pas? L'individualisme est donc la solution. Il prône l'autonomie institution sociale et politique, qui exerce sur lui de multiples pressions. En cela, nous ne sommes pas tous les mêmes. Pas une intuition passive, qu'elle est relative au sujet pensant, l'homme est la mesure. Cette tour de forme carrée, pour un spectateur proche, apparaît ronde au spectateur lointain. Pour quelqu'un. Ainsi, il n'y a plus une vérité, mais plusieurs illusions, une multitude de points de vue. Si chaque monde que de personnes diverses. Mais je vous mets en garde, bienheureux peuple, l'individualisme n'est pas... J'appelle à la barre celui qui a tôt fait d'expliciter ces deux notions. J'ai nommé Alexis
de Tocqueville, que l'égoïsme est un amour passionné et exagéré de soi-même, qui porte l'homme à ne rien rappeler, que l'individualisme est un sentiment réfléchi, paisible, qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse, de ses semblables, forme une petite société. Ainsi, l'individualisme est ce qui permet, sans des codes et devoirs que lui impose la société. Et c'est dans l'accomplissement de l'individu que la société gagne le fondement de celle-ci. L'obliger et le réduire à la simple confirmation, c'est renier l'individu. Et la réponse qui nous libère et qui nous affranchit. Peuple de Démosthène, lève-toi, affranchis-toi, n'est-ce pas? Car d'aucuns disent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Au Zimbabwe, on dit, l'éléphant ne peut courir. Tout un appauvrissement de la langue, en supprimant le à savoir le « hein », le « pas vrai », le « ça se voit pas », le « non », ou l'expression « on ne peut plus non plus souligner l'évidence ». Or, nous le savons tous, carence d'évidence forcerait à rester dans l'ambivalence, de se contenter que des apparences dans un état de latence. Alors adieu jurisprudence, science et connaissance. L'on pourrait cependant m'opposer l'argument selon lequel le n'est-ce pas peut entraîner le doute. Être dans le doute, c'est déjà être résolu, disait William Shakespeare. En ce sens, un doute nécessite l'emploi du n'est-ce pas permettra donc de lever le doute, alors que l'absence de question laissera planer l'incertitude. Ça permet dans certains cas d'exprimer un sentiment. Par exemple, l'inquiétude, l'ennui, l'ironie. Sans n'est-ce pas, nous ne serions donc plus à même de montrer que d'exprimer ces sentiments. Sans cette expression, nous perdons donc notre dose d'humanité. Et à ce titre, nous ne sommes qu'une enveloppe corporelle. Que notre belle langue soit alors appauvrie et que nous perdions notre humanité, rendez-vous compte de la gravité de la position que vous défendez. Quant à la mienne de position, c'est défendre le pour du n'est-ce pas. Oui, c'est. Donc ma position, c'est également de défendre l'être, de défendre l'existence. Demander n'est-ce pas. En bref, quand je défends l'existence, vous défendrez le pas-être, le néant, lorsque je... Neil Armstrong, qui connaissait bien le n'est-ce pas pour y être allé, disait c'est un petit pas pour l'homme, petit pas. Car l'utilisation du n'est-ce pas en est un. Restons dignes de notre humanité. Gardons nos acquis linguistiques. Que rien, n'est-ce pas? Je vous remercie. Est-ce que d'après vous, le doute est salutaire au droit? Le doute est-il salutaire au droit? De toute évidence, pourquoi? Nous pouvons voir dans notre droit que nous utilisons certains termes, comme la vraisemblance. La vraisemblance n'est-elle pas le doute? Eh bien si. Bonsoir, tout d'abord merci pour vos éloquentes prestations. Monsieur Engel, Monsieur Henri Amazi, vous développez votre point de vue contre. C'est donc que vous valorisez l'accord tacite, mais du coup, est-ce que cela ne signifie pas que vous êtes pour la culture du viol? C'est une excellente question. À titre personnel, je suis contre le viol, évidemment. Ça aurait été cette thèse-là, en tous les cas. Donc je pourrais refaire un plaidoirie pour vous réexpliquer, mais il me semble évident que je n'ai pas défendu cette thèse-là. Un peu supplémentaire.
Question avec un peu plus de légèreté pour M. Engel. Vous développez que sans, pour reprendre vos propos, si le nez est l'expresso. C'est une excellente question. Comment vivre sans Nesquik et Nespresso? Eh bien, car je pense que le Nespresso est notre boisson de prédilection. Non. Une question qui s'adresse à tous. Vous allez gagner, n'est-ce pas? Cela signifie nécessairement que je dise non. Et cela me va parfaitement. Alors, Monsieur Engel, vous avez ouvert des pistes de réflexion nouvelles pour ma part, parce que effectivement, le NESPA, je ne savais pas que c'était un outil. L'instrumentalisation du NESPA au sujet de la vérité, y a-t-il une vérité ou plusieurs vérités? Alors, tout d'abord, pour ça s'appellerait la défense linguistique nouvelle, ça pourrait tout à fait fonctionner. Pour votre question concernant sur la vérité, existe-t-il une seule vérité? Évidemment non, je ne peux pas dire ça. Cependant, en droit, même si le doute plane, je pense qu'il faut s'accrocher à la lettre de la loi pour voir sa vérité. Pour l'homme, la vérité sera diffuse. C'est une question compliquée, car vous, en posant cette question, je dirais, comme le juriste dirait, suivant la loi, il n'y a qu'une seule vérité. Alors, Monsieur Andrea Massi, quelle est la traduction juridique de l'individualisme? Vous avez des illustrations concrètes en droit? L'individualisme, comme je l'ai défini, c'est l'individu dans son expression. Il y a sans doute la propriété, puisque la propriété fait pas. Concernant le droit des biens, ce n'est pas ma spécialité, je ne pourrais pas vous dire. Moi non plus, je vous rassure. Il n'y en a pas. Je défends le cours. Contradicteur sur ce point. Merci. Sur le sujet, est-ce que notre argent fera son bonheur? Défendra le contre. Ah non. Défendra le pour Monsieur Christophe Le Cerf et défendra le contre Madame Manon Armand. Nous allons commencer par le pour Monsieur Christophe Le Cerf. Peuple de Démosthène, cher jury, si je suis ici ce soir, c'est pour vous parler de son bonheur. Oui, n'est-ce pas? Il était une fois dans un pays lointain. Puis vient tout un tas d'embrouilles et de situations dans un temps record, des choses qui, à nous, ne nous arriveront pas dans toute notre vie. Heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous voyez de qui je parle? Les princes et les princesses de nos contes. L'archétype du bonheur d'un pays des bisounours. Maintenant, quand je les vois, je me dis, mais ce mariage-là, qui coûte une blinde, il le finance révélation.
l'argent des sujets, l'argent du peuple, notre argent pour son bonheur. Non mais franchement, quelle idée de la société ces contes cherchent-ils à véhiculer? C'est avant tout à faire mon bonheur. Alors il me fallait vérifier. J'entrepris donc des fouilles archéologiques pour trouver le Graal du peuple, le bulletin de salaire. Et là, second choc. En haut de la page, à celui qui était inscrit en bas. Je commence donc à me dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et je rentre dans le monde merveilleux des cotisations sociales. CSG, 20% de notre argent disparu pour faire le bonheur de l'assurance maladie, de l'URSSAF, Cancras et Gambalas, car qui que nous soyons, quoi que nous fassions. Mais mon Dieu, en réalité, je me fais vampiriser. Surtout qu'après, j'ai toujours l'impôt sur le revenu qui vient en gratter une partie dans la dépression. Non, vraiment, c'est trop horrible. Il me faut vite oublier ça. Vite que je me noie dans l'alcool. Bien sûr, plus rien chez moi, sinon c'est pas drôle. Alors, et sur le trajet, j'essaie de mettre un peu de musique, un peu de jazz. Et devinez sur qui je tombe? Zaz. Oui, je sais, j'écoute des radios pour chanteuse, si l'on peut dire, qui me dit quoi? C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Elle est soit. Alors pourquoi tu les vends tes disques? Pourquoi tu les vends sur notre argent? Et puis, ça doit te rendre un tantinet heureuse, cet argent, notre argent. Si tu demandes 40 000 € pour 30 minutes de concert, ils le dépensent pour quoi? Pour des montres hors de prix, des montres de plus en plus précises pour leur donner le bonheur, la bonheur. Je décide alors de me faire plaisir. Pour une fois que je peux dépenser mon argent pour moi, j'y vais de bon cœur. Allez, faisons péter le cristal de Roederer. 30 € de TVA? Ah ouais, donc en fait, même quand je crois que je me fais plaisir, en réalité, il y a l'État derrière. Et je fais son bonheur. Et je pense qu'il ne me reste plus qu'à aller boire ma bouteille, bien sûr, avec modération. Merci. Moi, je ne vais pas vous raconter des contes, je vais vous raconter une réalité, celle de ma petite sœur. Passé, mais je devrais plutôt employer le présent. Et du coup, elle a décidé qu'elle se marierait avec un prince saoudien. Mes parents auraient bien volontiers tout fait pour l'aider à accomplir ce qui semble que le mariage soit la meilleure solution. Ainsi, l'argent que nous aurons dépensé ne fera pas son bonheur. Le sujet fait effectivement référence à son « je veux ». Et pour une fois, je serai en accord avec mon contradicteur pour dire qu'il convient de relever le niveau de ce débat en évitant de trop rester. Expliquer pourquoi il ne faut pas rester sur cette chanson. Tout simplement parce que le cadre est très très mal défini. En fin de compte, qui est nous? Nous, les hommes, et qui est le son? Si on se réfère à la chanson, ce serait assurément Zaz, mais je ne peux pas me cantonner au sens d'une artiste qui souffre de la comparaison de ses aînés. Quand je parle d'aînés, âge de 27 ans, constitué entre autres de Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse ou Jimi Hendrix. Nul ne peut me contredire sur le fait que ce sont de très grands artistes, monuments de la musique, avec une carrière constance tragique, overdose, suicide, j'en passe et des meilleurs. Outre cette coïncidence sur l'âge de leur mort, ils étaient tous riches. Riches de quoi? De nos investissements, non, en juger par leur mort. Ce fut aussi le cas pour un très célèbre roi, le roi Midas, qui avait demandé à Dionysos, demande exaucée. Il fut par la suite incapable de profiter des plaisirs de la vie tels que manger, boire. Est-ce que vous pensez vraiment que cela est possible? Mais ce n'est pas le seul exemple que je pourrais vous donner.
je voudrais aussi vous parler de Jean-Paul Belmondo, l'enfance d'un enfant gâté. Belmondo joue donc le rôle d'un homme riche qui a réussi et qui passait parcourir le monde sous une autre identité. L'argent, de toute évidence, n'aura pas fait son bonheur. Le bonheur dont il est question depuis le début est un élément sujet du bac du philo de cette année. Chaque être humain est à la recherche du bonheur. Avouez tout de même que l'on préfère être heureux que triste. C'est un fait tellement universel que comment être heureux? Aussi, si je prends le magazine Philosophie, il va vous proposer de ne pas nourrir des émotions hostiles, de ne pas laisser trop de place au sentiment de malheur. Le bonheur, c'est dans la tête. Cette théorie se retrouve d'ailleurs chez Alain dans Propos sur le bonheur, dans lequel il dit que le bonheur, en fait, si on le veut, il se trouve de mon mental, que malgré toutes les démarches de mon contradicteur pour anéantir ma thèse, je me tiens devant vous, heureuse et avec le sourire. Pour moi, trouver le bonheur se résumerait sans doute à profiter de mon homme, de ma vie de jeune femme, et ce sans souci des partiels de droit. Pour un Pokémon tel que Pikachu, le bonheur beaucoup d'amour et qui va lui laisser de la liberté plutôt qu'entrer et de l'enfermer dans une Pokéball. Le bonheur est donc accessible facilement, inutile d'avoir de l'argent. Mais tout d'abord, si vous avez trop d'argent, impôt sur la fortune. Eh oui, il n'est pas bon en France que de posséder de grandes richesses. Part. Alors certes, pour certains, ce n'est pas un souci, comme me l'affirmait Depardieu, et pas plus tard qu'hier soir, entre deux verres de rouge, bien que celui-ci reconnaisse que d'abandonner son travail, sa famille, sa patrie, la France et les fromages. Mais de plus, la possession de l'argent, que ce soit de paranoïa. Combien de mémés ont été tués pour leurs maigres économies ou pour espérer obtenir d'elles les grands héritages? De même, la Française des Jeux, sommes composés par toutes les fois où nous avons joué et où nous avons perdu, doit vraiment vivre difficilement. Comment reconnaître ses amis des impôts? Combien d'arrêts sur des litiges concernant les gains de jeu avons-nous trouvé dans nos plaquettes de TD? Vraiment, gagner au loto, il y a de quoi tomber en dépression. Oui, l'argent ne semble pas constituer le bonheur, peu importe le son. Prenez cet homme qui mendie seul, triste. Cet homme n'attend pas seulement de l'argent. Il attend que vous le considériez comme un homme, comme un être qui n'avait pas d'argent sur elle et qui avait aperçu cet homme triste et seul. Elle s'est approchée, elle s'est excusée et lui a dit « Je suis désolée, discuter avec vous ». Le sourire qui s'est dessiné sur son visage irradiait littéralement le monde qui l'entourait de bonheur. Alors oui, chère audience. Pour finir, je vais passer dans un monde que beaucoup considèrent comme mauvais, et on peut le comprendre. Connu plus tard sous le nom du loup de Wall Street, cherchait à obtenir beaucoup d'argent, considérant que celui-ci constituerait son bonheur. Se lançant dans une carrière de trader, s'il put toucher du bout des doigts le bonheur durant un instant, il ne put vraiment le saisir, puisque le bonheur lui glissa entre les doigts et il sombra dans la drogue. Il perdit. Triste sort, où est le bonheur? Rassurez-vous, je ne suis pas là pour prendre votre... Et je souhaite bien du bonheur à mon contradicteur qui souhaiterait détruire ma thèse sur l'heure. Merci.
d'un prince pour commencer. Enfin, pourquoi pas. Deuxièmement, l'argent est un souci pour vous. L'argent ne fait pas notre bonheur, mais il y contribue. Et si vous ne savez pas comment, ben, appelez-moi, je vous donnerai la liste des magasins. Des amis désintéressés, que le loup de Wall Street n'a pas été heureux. En fait, il a été heureux, mais un court instant. Et puis, quant à savoir si les personnes sont mortes, en revenant à ma thèse, leur argent fait son bonheur à l'État. Je vous rappelle qu'il y a les droits de succession. Alors oui, j'en ai marre. Maintenant, j'ai décidé de tout arrêter. Nous devons faire notre bonheur avec notre argent. La première victime sera la TVA. C'est facile, il suffit pratique. Mais bon, on s'arrangera. Cependant, avec notre argent, on fait quand même le bonheur des commerçants et des fabricants. Et en fait, si on y réfléchit bien, in fine. Donc pour le coup, on a failli nous avoir. Et je pense que, quitte à faire le bonheur des autres avec mon argent, autant que je le choisisse avec quelqu'un d'autre. J'avais envie de parler à n'importe qui. Et n'importe qui comme vous, ce fut un SDF. Par terre. Dans les rues d'Aix. Oui, car là, j'ai trouvé la solution. Voulez-vous que celui-ci fasse des déclarations d'impôts? Non. Assurément que non, il ne le fera pas. L'argent est sorti. Oui, mais l'État est malin. Il le prélève avant. Car l'État s'en fout des petits dons que nous faisons. Par exemple. Oui, mais les restos du cœur, ça ne me fait pas confiance. On me parle souvent d'enfoirés dans ces eaux-là, et... Non, franchement, non. Les dons à la faculté, ça serait moi. Et quand on voit l'état de la faculté, ça en aurait bien besoin, surtout dans cet amphi. Et en plus, ça me permet de diminuer l'impôt. C'est génial. Mais en y réfléchissant bien, la faculté, c'est public. Et le public, c'est l'État à l'État. L'État est encore là. Même quand je crois m'en être sorti, je fais tout de même son bonheur. Vous savez quoi? Je pense que l'État ne pourra pas s'en sortir. Alors, si on est plus moderne. Pourquoi? Parce que pendant un certain temps, voire pour certains pendant un temps certain, cela ne changera pas grand-chose. Nous utilisons notre argent pour trouver tous les bons numéros du loto. Et aussi de l'État qui ne se prive pas pour se servir au passage. Mais un jour, ce sera moi le cocu. Et ça sera peut-être la seule fois où je serai content. L'État est content, notre argent a servi à son bonheur. Mais bon, je ne lui en voudrais pas, car moi aussi, je serai heureux. Nous, et vous serez heureux pour moi. Écoutez le sage. Écoutez le sage quand il vous dit « Donnez, donnez, donnez-moi, Dieu vous le rendra ». Il faut absolument faire avec l'État. Notre argent fera toujours le bonheur d'un autre. L'autre, maintenant, il faut savoir ce que c'est. C'est la clé du bonheur. De faire le bonheur des autres, il faut nous référer au brillant El-Malik, qui a trouvé la solution. Il faut arriver à dire que l'autre, c'est moi. Et vive la France! Une question à M. Christophe Lesser. Quelle est votre définition du bonheur? Ma définition du bonheur? Oh, je pense que de réussir mes examens. C'est évident, la faculté, on veut en sortir maintenant. Maintenant, dans quelques années, je pense qu'on va très vite tourner à gagner de l'argent. Et puis, à la fin, je profiterai encore de votre argent à travers les retraites. Donc, quoi qu'il arrive, votre argent sera mon bonheur. Merci. Mademoiselle, une question. Est-ce que le bonheur peut faire le malheur? L'argent peut être le malheur, finalement? Vivre dans la paranoïa, vivre en se disant que, eh bien, je deviens tellement avare de mon argent que je me sens obligée de fuir l'argent, de devenir source de malheur. Merci pour vos prestations, Monsieur Le Serre. Du coup, le bonheur, il est proportionnel ou progressif à l'argent reçu? Malheureusement, il est bien souvent plutôt proportionnel. Cette TVA est bien proportionnelle malgré ce qu'on en dise.
Et donc, ça veut dire que, si on dit que l'argent fait notre bonheur, plus on paye de TVA, plus... Merci. Mademoiselle, vous prenez un exemple sur la bourse pour montrer que l'argent ne fait pas le bonheur, mais le maniement de la bourse n'est-elle pas un bonheur pour certains? Disons que, je dirais par moment, quand on se rend compte qu'effectivement on a gagné, on peut être momentanément heureux, mais lorsque 2 heures plus tard on se rend compte que finalement on a perdu beaucoup... Une question pour Christophe et ensuite une autre pour Manon. Christophe, est-ce que notre argent fera le bonheur des Grecs? Après, ça dépendra de savoir si la Grèce désire ou non sortir de l'Union européenne. Si elle désire sortir de l'Union européenne, nous ne pouvons plus rien faire pour elle. Par contre, si elle reste, avec toutes les cotisations que l'on verse à l'Union européenne, je pense bien qu'elle peut nous dire merci. Vous pensez que le gouverneur Connally du Texas, qui était secrétaire au Trésor de Nixon, donne raison à votre argumentation quand il a dit aux Européens J'aime beaucoup sa phrase pour commencer. Non, ça rentre dans ce que je dis, mais avec la concurrence des Chinois à l'heure actuelle, je me demande si la phrase est toujours d'actualité et si du coup cette phrase peut toujours... Alors, monsieur le Serre, est-ce que notre argent fera son bonheur? Si j'ai bien compris, elles sont renvoyées à l'État. L'État, c'est le méchant. Dans un premier temps, l'État nous paraît toujours méchant. Nous le voyons, combien sommes-nous à nous plaindre des impôts que nous payons? Et pourtant, si on se rend bien compte, dans un deuxième temps, il y a bien une redistribution de l'État quand nous partons à la retraite. Donc, en réalité, l'argent de l'État fera notre bonheur. Merci. Merci. Mademoiselle Armand, vous avez évoqué les Pokémon. Pour un Pokémon. Alors déjà, si nous rentrons dans un Pokémon qui serait plutôt masculin, je dirais déjà il a l'honneur de pouvoir se battre dans une arène, qui a toujours été quand même l'honneur. Et bah, si Pokémon a la chance de tomber sur Sacha, je dirais que c'est de pouvoir vivre libre et avec de l'amour. Quel est le bonheur que pourrait avoir tout ce qu'il peut faire pour que dans sa tête, son bonheur s'accomplisse en réalité. Que rien ne rendra jamais une femme plus heureuse qu'une belle paire de chaussures ou de beaux sacs à main. Acceptez-vous de rester toute votre vie malheureuse? Eh bien, monsieur, je suis désolée de donner la règle, alors... En fait, cela me rendra que plus heureuse. Merci. J'ai plus de questions. Nous allons dans un instant passer à la prochaine joute. On attend juste que ceux qui veulent partir puissent le faire.
à la troisième joute de ces quarts de finale. Sur le sujet, la comédie doit-elle prendre un accent grave, défendra le pour M. Lucas Manivelle et défendra le contre. Ce soir-là, la lune et les étoiles brillaient, claires. Et nous nous étions retrouvés sous les arbres, près du village où nous passions nos vacances, dans la campagne bordelaise. Plus échaudée qu'effrayée, 16 ans. Elle était brune, belle Bérénice. La peau, nue, frissonnant sous la bise fraîche, et l'excitation. Nous venions maladroitement de commencer à goûter au plaisir. Crac! Saïd disait, l'amour, c'est comme rouler sans le permis. Je suis d'accord, c'est quand les freins lâchent que les problèmes commencent. Mais pour moi, c'est alors que la comédie a pris un accent grave, aussi grave que le nom du vignoble préféré de mon père. Alors la comédie. Comédie vient du latin commedia, qui vient lui-même du grec, komos, qui signifie chant, procession, et odé, chant. Pardon, komos, comme l'explique Jacqueline de Romilly, qui était avant 2010 la plus grande helléniste que la France possédait encore, enseignait que dans les processions dionysiaques où se mêlaient pleurs et explosions de rire. Grave vient du latin gravis, lourd, important, digne. Et l'accent grave, qui permettait de marquer la fin d'un mot lorsque celui-ci était inscrit dans un discours particulièrement solennel. Alors, vous comprenez, placé sous un accent grave. Pourtant, grave, dans le littré, cela désigne aussi ce qui exclut tout enjouement ou toute gaieté. Pourquoi alors la comédie prendrait-elle un accent grave? Et au nom de quoi devrait-elle le faire? Il est vrai que la comédie, elle l'excite, elle l'appelle de ses voeux. Néanmoins, dès le commencement du théâtre comique en Grèce, c'est en détournant les sujets graves qu'on cherchait à faire naître le rire. C'est le poète Kratinos, au 5e et 6e siècle, qui a inventé la comédie au sens d'institution artistique. La comédie est à l'art ce que la sodomie est à l'amour, une invention grecque. Je viens de faire de l'humour graveleux. Qu'est-ce que c'est? Hall et que ça parle de saucisses. Reprenons. Après Kratinos, s'est succédé l'ancienne, la moyenne, la nouvelle comédie. Puis Ménandre, prince de la nouvelle comédie, a quasiment inventé les comédies de caractère et de mœurs, où il ridiculisait, moquait les travers temporels. Alors, dans l'histoire, les grandes comédies ont toujours utilisé ou parodié la gravité avec le registre comique. Drame romantique, où Hugo voulait mêler à la fois le grotesque et le sublime, le théâtre absurde de Ionesco. Dans Rhinocéros, fait-il autre chose que... Non, définitivement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, n'en doutez point. Jouer la comédie est une affaire sérieuse. J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre prestation et je ne suis à vrai dire que très légèrement surpris de la prise de position que vous avez faite, en effet, vu votre âge avancé. Je crois d'ailleurs ce sujet qu'avec la gravité de vos idées désuètes et archaïques. Et je vous répondrai par ce proverbe que si l'inexpérience, c'est ce qui permet à la jeunesse
ce que la vieillesse, c'est impossible. À vrai dire, la comédie, c'est ce genre littéraire, artistique, qu'il soit théâtral ou cinématographique, qui repose sur l'humour. Bergson le définissait ainsi, de cette citation tout droit sortie de Wikipédia: je me dois par honnêteté intellectuelle de remettre les choses dans leur contexte. À vrai dire, j'ai longtemps été un élève relativement méthode avec Homer Simpson, pensant que Cyrano de Bergerac était un 4e mousquetaire, que L'immigré d'Albert Camus était mon livre de chevet. Mais de pouvoir m'offrir cet être tant aimé qui pourrait combler mon âme incomprise en aimant. Ainsi, la comédie, du grec komodia, pour le dire avec un franc-parler qu'apparemment vous n'avez pas, c'est vin. Messieurs les alcooliques, ne vous en déplaise, la rue de la Verrerie n'est pas pour autant une succursale de la comédie française. Cette seule caractéristique permet de démontrer que vouloir donner un ton grave à la comédie, ce serait pervertir sa substance qu'elle met en œuvre. La semaine dernière, avec un ami appelé Molière, alors que je buvais un café, il me disait en ces termes: mon Dieu, oui, car c'est là l'amalgame qu'on va tenter de faire de l'autre côté de la barre, en vous disant que l'objet de la comédie n'est pas à dissocier de la modalité d'être traité de sujets graves. Charlie Hebdo en est le meilleur témoin. On peut traiter de sujets graves avec un accent aigu. Sais-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, voir ces maisons en cendres et ces lauriers en poudre, voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi cacher ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont tentées et cela fait venir de coupables pensées. On a ici deux auteurs qui parlent de cette volonté d'homicide volontaire, pardonnez-moi la redondance, de la part de Bérénice. De l'autre côté, Molière de l'humour, du sujet que mon psychiatre appelle en général chez moi la défaillance sexuelle à tendance perverse. Ainsi, rassance du sentiment, ça transpire le pathos, le sentiment devient artificiel, on cache derrière un rideau de larmes. Pose la question, êtes-vous plus proche de Dorante ou de Titus, d'Harpagon ou de Néron, de Jennifer Aniston ou d'Andromaque? Question existentielle qui m'a beaucoup taraudé. Malfamé, les deux garçons. Je m'attablais avec un sombre inconnu et je lui versais alors ma vision de la comédie, à la suite de laquelle il répondit par ces mots flingués à mort: t'es bon qu'à faire de la soupe, te pose plus de questions, la vie c'est comme ta bite, mec, elle est courte. Heureux que celui-ci ait donc parfaitement compris la teneur de mes propos. Dans la comédie. Ce qui nous séduit dans la comédie, c'est la pause qu'elle nous permet de faire dans le marasme de notre vie, que ce marasme soit économique, politique ou sentimental. Fermez les yeux, écoutez. Personnellement, lorsque je vais au Moulin Rouge, je serais légèrement déçu de voir mes danseuses habituelles fardées de burqa danser le French Cancan de la même manière, un dauphin atrophié ou une équipe de joueurs de football séduisants compte tenu de la gravité des questions qu'il soulève. En outre, la comédie met en avant des personnages ordinaires, tels que vous, tels que moi, s'appuie sur des éthers sociaux auxquels définitivement nous n'appartenons pas. Nous sommes les héros du quotidien, la légèreté de votre acte. Vous êtes un tout. Vous êtes cette quintessence de la vie que la comédie pointe du doigt en vous montrant vos tares. Sa mission curative et pédagogique. Je ne suis ni leader de CGT, je n'écris pas non plus les manifestes communistes pour nous. De la même manière que poussière vous êtes et poussière vous redeviendrez. Qu'importe votre profession ou l'état de votre compte en banque, vous êtes et votre genre. Alors, cher ami, je vous prie de me laisser, de nous laisser
notre comédie telle que s'abouer à la plage, de la même manière que vous écraseriez son château de sable ou que vous lui prendriez son pain au chocolat à 4 heures à la récréation. Laissez-nous avec notre comédie, nous en chose. Nous pouvons dès maintenant faire circuler un chapeau où chacun allant de sa piécette, nous collecterons des fonds pour vous payer dès la semaine prochaine un stage de dramaturgie en Corée. J'ai fait un rêve avec vous. Hier soir, dans un rêve érotique, je me pris à entendre des râles. Je vous découvris, nu, ronflant sur mon épaule tel un petit chien endormi. Tout ça pour vous dire que finalement, nos opinions ne sont pas tellement éloignées. D'un accent grave et d'un accent aigu. Ainsi, si dans mes rêves déjà nous partageons notre couche, peut-être pouvons-nous partager ce soir la même furée par ces mots, tels que Socrate le disait, I'm in love with the co-comedy, I got it for the lolo. Et de lui répondait, un visage est un masque de comédie posé sur la tragédie de l'âme. Merci beaucoup. Sachez pour vous citer que je suis tellement heureux d'avoir excité vos nuits. C'est aussi ce qui peut avoir de fâcheuses conséquences. Vous avez parlé de Charlie Hebdo. Eh bien, c'est bien le cas des comédies et du comique. Pour ceux qui sont moqués et ridiculisés, mais surtout pour leurs auteurs. Charlie Hebdo est un exemple moderne, mais vous vous souviendrez que les censures répétées de Tartuffe ont tristement été célébrées au cours du XVIIIe siècle. Vous avez parlé de la légèreté du sujet, et du sujet en comédie, pour dire ensuite que la comédie pouvait quand même traiter des sujets graves, mais qu'il fallait distinguer la comédie elle-même du sujet qu'elle traitait. Pour le fait que son synopsis, pour Chaplin, ça a donné une comédie à succès, et pour l'Europe, un vrai scénario de merde. Mais cependant, là où je dois vous contredire, c'est qu'on ne peut pas distinguer. Parce que la comédie doit être grave, même si les conséquences, surtout si les conséquences sont fâcheuses. Comédie, ce n'est pas la même chose que comique, c'est la forme artistique. C'est différent des gags, des sketchs. Or, pour Hegel, le but de l'art, c'est éveiller l'âme. D'ouvrir de nouvelles visions chez le spectateur sur les choses. Ce n'est pas pour rien que souvent le rire tient à la surprise. Ainsi préfère plutôt que se vider l'essence. Pour Molière, puisque vous en parliez, la comédie se propose de corriger les vices des hommes en les divertissant. Et cette fonction, comme il le disait, c'est castigat rigendo mores. C'est un but grave, un but important, une vraie volonté sociale de la part des auteurs comiques. Mais j'irai plus loin. On utilise le rire, comme dans le vaudeville, ou comme vous l'avez fait, simplement pour faire rire, gratuitement. Eh bien, je vais vous dire, Bergson nous le dit dans son livre Le Rire. Il ne fait pas du tout du rire quelque chose à propos duquel on plaisante. L'amertume, c'est le mot qui clôt son ouvrage. Pourquoi? Parce que pour lui, le rire a une fonction sociale. C'est celle de la norme et sanctionner ce comportement. Et c'est par cette sanction que la comédie guérit les mœurs. Voir vos mains qui tremblaient à l'idée de cette demi-finale. C'est bien montrer à quel point ces discours
au sujet desquels on fait depuis tout à l'heure des plaisanteries pour vous moquer de ma vieillesse, de ma thèse, afin que le public et le jury sanctionnent une certaine anormalité de ma position. Non, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour toutes ces raisons, la comédie n'est souvent qu'une illusion comique, que l'Académie française couronne définitivement d'un accent grave la comédie. L'avocat est absolument un comédien, pour la bonne raison que s'il est vrai qu'il a plus souvent un rôle à jouer dans les tragédies, vous savez que les tragédies et les comédies. On parle des comédiens de la comédie française et pourtant ceux-ci jouent tout au long de l'année autant, si ce n'est plus, de tragédie que de comédie. Quel est l'autre? Merci. Quel est l'auteur qui a... Là, tout de suite, je pense plutôt à un cinéaste. Je pense à Albert Dupontel, avec 9 mois ferme dernièrement, qui a, avec un humour noir, un bel exemple. Merci à tous les deux. L'aigu penche à gauche et le grave à droite. Qu'en est-il de la comédie? Je pense que vers l'aigu, pour sa subtilité, à mon avis, la comédie gratuite de mon contradicteur penche elle vers l'angle obtus. Et vous prouvez qu'il fallait quitter ce genre de questions matérialistes, d'aigu et de grave. Supprimons de la France tous ces accents, et ce n'est pas un hashtag de Marine Le Pen qui l'a dit. Il doit être ce qu'elle évoque de plus profond en vous, ce qu'elle représente pour chacun. Seul le résultat compte. Merci. D'abord, de l'accent circonflexe dont vous nous avez parlé. Si j'ai bien compris, il y a la thèse, c'est l'accent grave, c'est l'accent circonflexe. Est-ce que ça n'est pas plutôt un propos de fac de lettres qu'un propos de fac de droit en deux parties? Le jugement de supériorité propre à la fac de droit que vous semblez incarner à merveille. Et je dépasserai encore votre interrogation en vous disant, mais réellement, des accents. Les seuls vous avez fait. Lucas, les examens sont-ils une comédie sans accent? Pour moi, les comédies, pour moi... Mais si j'essaye de me souvenir ou d'anticiper ce que cela fait, au contraire, pour vous reprendre. Pourquoi? Parce que l'accent circonflexe, c'est la synthèse, c'est le moment de l'acmé, le moment du pinacle de la vie universitaire, ou pour moi. Et donc, la comédie, au contraire, en cas d'examen, ce n'est pas le sans accent, mais l'accent maximum et l'intensité. Une question pour tous les deux. C'est pas grave. Ils ont été posées. Si vous deviez choisir chacun d'entre vous un accent pour la tragédie, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Parce que j'ai essayé de vous démontrer que l'accent aigu allait le mieux à la comédie. La tragédie, indéniablement, c'est l'accent grave. La tragédie, c'est le moment où les étincelles contradictoires de la comédie et du drame se rencontrent. La tragédie, c'est les sentiments exacerbés, plus factuels, plus sociétals.
Donc, assurément, l'accent grave est celui qui sied le mieux à la tragédie, de la même manière qui, vu votre mine des pointée, il ferait celui qui vous sierait le mieux également. Et pour moi, la tragédie, c'est avant tout l'accent tonique. Parce que c'est celui dans lequel je trouve le ton des acteurs, le ton des comédiens est le plus important. A fonctionné. Monsieur Manivelle, est-ce qu'on peut rire de tout? Je n'ai pas cité des... Je pense qu'on peut rire de tout. Et je pense qu'on peut même rire de tout avec tout le monde. À partir du moment où c'est bien fait. J'ai envie de dire, on le peut toujours. Merci. Monsieur Delgo, je vous ai entendu tout à l'heure, et devant rêve d'embrasser la profession d'avocat, et vous nous avez indiqué que, puisque dans vos rêves, vous couchez ensemble, la façon dont j'ai compris, je répondrai par l'affirmative à votre question. Oui, j'aspire au bar porno. Pourquoi acteur porno? Puisque la comédie sexuelle, comme me l'a si bien révélé mon ex-copine, c'est le meilleur exemple de comédie. Nous allons maintenant passer à la quatrième journée. Défendra le pour M. Maxime Torrent et défendra le contre M. Paul-Henri Pérez. La parole est au pour M. Maxime Torrent. Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher public, l'heure est grave. Dans sa décision QPC numéro 1422, un fatal coup de boutoir à nos bien-aimées forces de l'ordre, à nos traditions chéries. C'était il y a 5 ans, vous me direz, rien de neuf sous le soleil, me direz-vous. Mais le devoir le plus sacré, qui est celui de baffer la délinquance en garde à vue, excusez-moi, mais je m'insurge. Car oui, cher public, moi sûrement appris à l'aimer, grâce à vos chargés de TD passionnés. Mais quand on y réfléchit un peu, cette décision, tel un cheval de Troie, a fait pénétrer les gardés à vue ont des droits. Fini les interrogatoires musclés. Terminé les face-à-face. Maintenant, Billy a droit à son avocat. Je vois là, derrière ce coup, une... Maintenant,
les policiers n'ont même plus le temps de commencer à faire leur travail que les sombres et sinistres robes ont déjà le leur. Vous n'y êtes pas ce jour-là? Parce que sinon, on pourrait imaginer que les détenus auraient un droit au massage hebdomadaire. Sans parler de l'effet sur Billy le Kid, qui arrive avant même que l'inspecteur Jack Bauer ne puisse commencer l'interrogatoire. Et pendant qu'une bombe menace d'exploser dans Manhattan, ou plutôt médicinale qu'il s'est acheté pour sa petite soirée étudiante, Billy n'a qu'à offrir un regard dédaigneux et un sourire narquois. Il y a des baffes qui se perdent. Il y a 2 jours, un enfant de 8 ans était entendu par la police pour apologie d'actes terroristes, qui n'a même plus de limite dans l'âge de ses victimes. Je vous répondrai, il faut relativiser un peu. Parce que les policiers n'avaient même pas le droit de toucher un chat. Alors que moi, je vous rappelle, quand j'étais en CE2, le seul avocat que je connaissais, c'était le truc vert immangeable que m'obligeaient mes parents d'avaler le vendredi soir. Lui, un scandale d'État. Il aurait voulu quoi en plus? Un bon point. Et puis, s'il avait dit, au lieu de soutenir les terroristes, qu'il avait éclaté son chat contre un mur, qu'est-ce qu'on aurait... Oui, je vous le redis. Il y a des baffes qui se perdent. Ça ne vous suffit peut-être pas. Vous refusez à voir que nous sommes dans une sombre... Avez-vous votre copine qui est un peu trop directive dans vos comportements? Elle vous parle un peu trop souvent de vos kilos en trop? Elle vous suggère... Parce que sinon vous passeriez pour un affreux machiste sans nom. Et vous, mesdames? Vous êtes au milieu d'un restaurant à 70 € le menu, et pendant ce temps, votre verre d'eau. Parce que sinon, les gens autour de vous diront que vous êtes une pauvre aigrie, une ingrate. Alors oui, je le dis, il y a des baffes qui se perdent. Je lui ai dit, mais on était ensemble en TD le semestre précédent, en espérant trouver en elle une alliée. La voilà qui me répond, oui, mais je me souviens de toi plus pour ton exposé que pour ta tête. Déjà ça, je marque les gens par mon esprit à défaut de par mon physique. Mais vous voyez ça, ce creux de la main qui vous démange, c'est le signe internationalement reconnu pour dire qu'il y a des baffes qui se perdent. Le signal, il crie son cri d'alarme. Je vous remercie. Chers membres du jury, peuple de Démosthène, on vient de vous livrer un torrent d'ineptie. Cela va apporter de l'eau à mon moulin. Terme du sujet. Y a-t-il des baffes qui se perdent? L'expression désigne non pas un coup qu'on va donner ou recevoir. Non, c'est simplement un avertissement donné. Cela montre bien que si l'on se fie uniquement au sujet, la baffe ne s'est pas perdue puisqu'on n'est pas passé à l'acte. A-t-on déjà vu la police enquête? Tout d'abord, la baffe, c'est une ville dans les Vosges. 652 âmes, pas grand-chose à y faire. Et oui, c'est un trou encore plus perdu que mal. La baffe, c'est un mot argotique. Ça désigne une gifle. Une gifle a pour intention de surprendre, de mettre en cause et d'ébranler psychologiquement une personne. Cette pratique subie renforce le caractère humiliant du geste et induit la police serait indéniablement supérieur puisqu'il se permet cette infantilisation. La baffe est plurielle. On connaît la baffe, le soufflet. Autant de mots qui désignent autant de baffes. On connaît la gifle de la femme indignée à la cour de récré. On peut encore entendre, tu l'as vu celle-là? On connaît également le soufflet du gentilhomme, celui qui donne pas. Non, elle se trouve. La femme face à l'insulte verbale, aux mains baladeuses de certains hommes, baladera à son tour la sienne. Pas, elle se gagne. Les mandales échangées entre bambins ont l'innocence pour elle. On ne sait pas faire comme les grands.
Le gentilhomme donne un coup de semonce à son adversaire quand, dans sa figure, il y perd un gant. Des gants portins, je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Oui, cette baffe-là entraîne un duel pour l'honneur. Cette baffe-là, elle ne se perd pas, elle s'assume. Si la claque est utilisée pour amener une personne à sa conscience, un peu brutalement, quand il ne s'agit que d'interrompre un endormissement, mais de manière plus... Puis certains hommes y sont contraints. Oui. Ne dit-on pas de Rousseau que pour retrouver toute la vigueur de sa masculinité, il lui fallait une fessée? C'est une agression. En matière pénale, on assimile cela à une violence volontaire. Cette violence, selon sa gravité, elle est punie d'une contravention, de minimum 7 ans en prison qui sont risqués pour meurtre. Vous me soutenez que les baffes se perdent, mais la baffe perdue a tout de même été tirée. Elle a peut-être atteint la mauvaise cible. Cette baffe-là ne se perd pas, elle se méprend. La baffe, c'est une recherche de soumission, du baffeur au baffé, mais face à la violence la plus primaire. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends l'autre joue. Ces paroles attribuées à Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu signifient que répondre à la violence dans qu'il ne faut pas avoir peur de subir une humiliation supplémentaire, puisque le fait de ne pas riposter, c'est une forme de supériorité intellectuelle face à son adversaire. Il y a malheureusement parfois des situations où tendre l'autre joue est impossible. 21-24. Si un homme frappe à mort un être humain, quel qu'il soit, il sera mis à mort. S'il frappe à mort un animal, il le remplacera, vie pour vie. Il fera ce qu'il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On provoquera chez lui la même infirmité qu'il a provoquée chez l'autre. Aujourd'hui, la légitime défense. Il y a des baffes qui ne se perdent pas, il y a des baffes qui se légitiment. Rappelez-vous de ce fait divers, Alexandra mourir. 14 années de souffrance, d'humiliation, 14 années de sévices. N'enseigne pas à tendre l'autre joue à des gens comme cette femme qui, depuis 14 années, n'ont jamais reçu que des gifles. L'acquittement prononcé tué pour ne pas mourir, dit-elle. Une phrase soutenue, comprise et entendue de tous, y compris le ministère public. Dois-je vous rappeler les chiffres en fuite d'avoir la main qui vous démange face à une femme? 540 000 personnes par an, 1479 cas par jour. Ces baffes-là, elles ont trouvé leur cible. Ces baffes-là, elles tuent. A-t-on le droit de laisser passer cela par on prenne qui voudra? Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé. D'enfants perdus, découronnés, défigurés, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimées. Selon le discours, elles se méritent. Ce n'est pas pour autant que celui qui la vante n'est pas une tête à claque. Mesdames, Messieurs les membres du jury, montré en 3, que le ver était dans le fruit. Et quand j'entends la plaidoirie de mon contradicteur, je me dis qu'on aurait pu finalement la résumer à cette... Ou plutôt, face à son florilège à la Jacques Prévert, on aurait pu aussi la remplacer par une autre chanson du répertoire français, de Pierre Perret. Tout, vous saurez tout sur le... Vous aurez donc fait gagner du temps. En effet, comment oser prétendre que justice est rendue en énonçant les baffes distribuées à ceux qui les méritent? Et tout à l'heure, se font de plus en plus nombreux, de plus en plus pressants. À la manière finalement du Sénat de Rome, qui se félicite de l'arrivée massive des Carthaginois aux portes de l'Empire, voilà que notre secrétaire d'État à la famille décide de bannir la fessée des méthodes éducatives de nos enfants. Oui, Laurence Rossignol veut définitivement les déculottés.
Assurément oui, il y a des baffes qui se perdent, et ce sera un jour écrit dans les tables de la loi, puisque le thème ce soir semble être la Bible. Car c'est bien connu, de cuillères en bois et autres instruments de torture que nous ne connaissons que trop bien. Voilà qu'ils veulent nous priver de ce plaisir. Ils veulent nous interdire de les utiliser maintenant que nous sommes en âge d'enfanter. Pas de gaieté de cœur. Nous sommes la génération sacrifiée. Nos parents ont connu tous les plaisirs. La libération sexuelle de 68, les 30 glorieuses, et le droit de tarter son enfant quand il rentre à la maison avec un 13,5 en art plastique. Nous nous apprêtons à aller nous saigner pour aller payer leur retraite, quand nous allons devoir affronter le vrai monde dehors. Le vrai monde, celui des 30 piteuses, celui des travaux qui ne mènent à rien. Et les voilà, eux, qui s'apprêtent à savourer les joies des vacances à vie et du babysitting sans contrainte. Parce que oui, maintenant, ce sont eux les papis gâteaux qui les adorent. Parce que ce sera nous qui nous serons levés 3 fois dans la nuit parce que monsieur le petit prince a peur dans le noir. Parce que ce sera nous qui nous serons battus. Maintenant, c'est le comble. Dans leur plan diabolique, ils veulent nous empêcher de battre ces petits mécréants qui sont là uniquement pour nous pourrir la vie à cause d'un oubli de pilule, tirer le plaisir qui accompagne la paternité, le droit de les fesser. Tout simplement parce que eux ne seraient plus en âge de le faire. Je crois qu'ils se perdent. Enfin, pour conclure, à tous ceux qui, comme mon contradicteur, pensent que tous les parents doivent se comporter comme le Dalai Lama avec leurs enfants, laissez-moi vous raconter l'histoire. Un petit morveux pourri gâté par ses parents. Un jour, il trouvait que son pays n'était pas assez grand, alors il s'est dit « Oh bah tiens, et si j'allais envahir l'Autriche ?» Il pensait en avoir le droit. Ses parents ne lui ont jamais rien refusé. Si ses parents avaient su correctement le remettre en place avant la crise d'adolescence, je vous le garantis, on aurait évité au monde bien des soutanes. Vous voyez où mène la pédagogie New Age qui croit pouvoir se passer de la bonne vieille fessée ancestrale. C'est comme ça qu'a commencé la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne s'invente pas. Dès aujourd'hui, ce n'est pas près de s'arrêter. Alors, s'il vous plaît, sauvez un Polonais. Baffez vos mouflés. Évitez une guerre mondiale. Donnez de bonnes mandats. Peut-on évaluer en moyenne le nombre de baffes? Peut-on évaluer en moyenne le nombre de baffes qui se perdent? Peut-on évaluer? Alors, si vous avez suivi mon argumentaire, les baffes... C'est assez simple, le nombre de baffes perdues correspond à peu près au nombre de regrets des personnes qui ne les ont pas donnés. Puisque vous évoquez que le plaisir accompagne la paternité, cela veut-il dire qu'il ne peut y avoir de paternité sans baffe? Assurez que votre enfant n'aille essayer encore une fois d'aller annexer l'Autriche ou la Pologne, mais c'est chacun son choix. Merci. Ensuite, une question pour monsieur qui affirme qu'Astérix et Obélix est une ode à la barbarie vu le nombre de baffes données dans ses dessins animés et BD. Alors, et ce sont tous ceux qui ne parlent pas grec, et qu'y a-t-il de plus beau qu'un barbare français? Du moins celui à son origine. Merci. Ne m'en veuillez pas, je vais vous parler de vos cravates. Tout le monde sait dans l'université que vous avez la plus vaste collection de cravates. Enfin, pas tout à fait. Si vous allez à la plage avec votre cravate, est-ce que vous trouvez normal que les gens vous disent qu'il y a des baffes qui se perdent? Alors c'est facile, je ne vais jamais... Merci, je n'en ai jamais douté. Maintenant, Paul-Henri, d'abord une petite question préalable. Savez-vous qui a... Georges Pompidou. Merci.
Alors ma question est la suivante. Non, je n'ai pas fini. Penser qu'il y a des baffes qui se perdent, ou bien est-ce qu'en découvrant le sujet d'examen, un étudiant a le droit de penser qu'il y a des baffes qui se perdent? Dans votre question, tout d'abord, envisageons le cas du professeur. Lui qui a si bien enseigné sa leçon, les baffes ne se perdent pas. Pour le cas maintenant de l'étudiant qui, à la lecture d'un sujet qui lui paraîtrait saugrenu, la baffe, là encore, ne se perd pas. Alors, j'aurais une question à vous poser, Monsieur Devès. Vous avez joliment donné toutes les différentes... Assurément le soufflet, ça l'entre gentilhomme. Alors, c'est bien dommage, le duel est maintenant interdit en France. Je n'hésiterai pas à passer la frontière suisse où c'est encore légal. Je vais éclore cette série de questions en vous demandant à tous les deux, vous messieurs, il y a beaucoup de caresses qui se gagnent. Alors, la baffe, caresse, tout dépend de l'orientation sexuelle du sujet qui la reçoit et de celui qui la donne. Après tout, finalement, la condition d'être bon et généreux. Je pense que ce sont les conditions là pour recevoir une caresse et non pas une baffe. Pour moi, les caresses fessées que je reçois, parce que bon sang, j'adore ça. Ces quarts de finale sont maintenant terminés. Merci à tous nos candidats, merci au public qui s'est déplacé, merci peut-être à ceux qui nous regardent sur Internet. Et merci à notre jury que j'invite maintenant à...